Bonjour à tous, avant de vous laisser avec l'interview de l'invité du jour, je me présente. Je m'appelle Eva et je suis la fondatrice de la société Neria. J'accompagne les avocats dans la recherche du cabinet qui correspond à leurs critères. Parce que chaque avocat est unique et que chaque expérience en cabinet l'est tout autant, si vous êtes à la recherche d'une nouvelle collaboration, prenez rendez-vous avec moi et je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. Le lien se trouve dans la description de ce podcast. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Advocate. Je suis Jasmine, chargée de communication chez Anomia. Nous avons créé ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, mais surtout, quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre objectif est assez simple, c'est de permettre aux avocats de passer du cabinet d'avocats à l'entreprise d'avocats. Et pour ça, nous les formons, nous les accompagnons et nous mettons en place des missions de conseil au sein de leur cabinet. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Archibald Céléron, avocat d'une partie civile dans l'affaire du docteur Frédéric Péchier. Il traite des affaires de racket, de meurtre ou encore de viol. Il a notamment assisté Jacques Vergès lors du procès de Khieu Samphan. L'échange a été très riche et poignant. Aujourd'hui, avocat associé au sein du cabinet 20 rues, il nous raconte son parcours, ses collaborations, son association et l'apprentissage qu'il a pu en faire. Archibald Céléron fait preuve de franc-parler et d'éloquence. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ce podcast. Si celui-ci vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le diffuser et à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est grâce à ça qu'on continue de vous faire du contenu de qualité. Bonne écoute! Eh bien écoute, bonjour Archibald Céléron. Quand on me recommande un avocat aussi souvent que tu m'as été recommandé, j'ai pas trop le choix, je dois le rencontrer. Alors il y en a que j'arrive pas à rencontrer, mais toi tu as eu la sympathie de me répondre et même si tu as un agenda très chargé, j'ai eu la chance de pouvoir te rencontrer. Salut Archibald Céléron. Bonjour Valentin, merci pour l'invitation tout simplement et félicitations de vive voix pour cette formidable réussite qu'est Anomia. Eh bien écoute, merci et surtout quand c'est quelqu'un qui a une réussite encore plus importante que la mienne, ça me fait vraiment plaisir. Alors Archibald, la question du début est toujours la même. T'étais qui avant de devenir avocat ? Ouh la vache, ça attaque fort. Bon, je pense que j'étais pas un garçon résolument différent que celui que je suis aujourd'hui. Plus mince, ça c'est sûr, mais sinon, dans le comportement, je pense que j'étais déjà un peu remuant, un peu fonceur. Après, j'ai forcément évolué depuis que je suis avocat, mais pas forcément parce que je suis avocat. Je pense que c'est l'âge, l'expérience. Moi, je suis pas. C'est difficile en fait quand on est pénaliste. J'ai l'impression aujourd'hui parce que on est forcé d'avoir un storytelling. En fait, dans la presse, on voit souvent que les pénalistes perdu leur mère, leur grand-père, leur père, exactement, que en fait ils ont loupé le bac 3 fois, qu'ils ont été géo au Club Med, qu'en fait ils se sont fait repérer au Club Med parce qu'ils étaient particulièrement éloquents, donc ils sont devenus pénalistes. Moi, je suis quelqu'un qui... moi, je suis de Haute-Savoie, en fait. Et je pense que ça, c'est une composante importante de ma personnalité parce que jusqu'à mon bac, j'ai grandi dans des villages de montagne, dans des coins quand même assez ruraux. Je suis quelqu'un qui est assez terrien. Et puis, je suis arrivé à Paris un peu par hasard, évidemment, à 17 ans après mon bac. Et j'ai évidemment loupé Sciences Po Paris. Et comme toutes les personnes qui ont loupé Sciences Po Paris, je me suis retrouvé par dépit à la fac de droit à Paris. Bon, comme toutes les personnes dans ce cas de figure-là, j'avais pas spécialement envie de devenir avocat en réalité. Et puis, une année de droit, 2 années de droit, 3 années de droit, 4 années de droit, il y a un moment, il faut quand même faire un choix. Et moi, je pense que j'étais un peu perdu. Je pense que j'avais envie de gagner de l'argent. Je m'en souviens, j'avais un cousin qui avait 10 ans de plus que moi, qui était avocat et qui travaillait dans un cabinet américain et il gagnait, enfin, j'avais du moins l'impression qu'il gagnait de l'argent. Il faisait des fusions-acquisitions. Il avait une Porsche à l'époque. Ouais, j'ai gagné de l'oseille un peu quand même. Bah, je sais pas. Je me suis dit, putain, il a une Porsche. Je me suis dit, et il faisait des fusions-acquisitions. Alors j'étais allé le voir, je lui ai dit, tu peux pas me trouver un stage en fusion-acquisition. J'ai jamais mis les pieds dans un cabinet d'avocat. Et lui m'avait dit non mais attends, c'est la crise financière et tout, en fait on fait plus de FUSAC, on fait plus de M&A, en fait il faut faire du restructuring. Alors j'ai dit ouais bah voilà, moi je veux faire du restructuring.
Et donc je voulais faire du restructuring. Il m'avait pistonné chez Veil Gotschall, mais qui m'avait pas pris parce qu'il avait regardé mon CV, ils avaient levé les yeux au ciel. Il m'avait envoyé chez un autre qui, lui, m'avait envoyé chez un autre. Et finalement, j'ai fini chez Depardieu, Broca, Maffei. Et ça a été ma première expérience dans un cabinet d'avocat. Il est cool quand même comme point de chute. Ouais, il est cool. Et en fait, moi, je suis débarqué dans un univers, j'ai halluciné, quoi. Enfin, plein de salles de réunion qui avaient des noms prestigieux, des bouteilles d'eau alignées sur les tables, des crayons. Il y avait un baby-foot, il y avait une cafétéria. Enfin bon, c'était un vrai cabinet structuré, organisé. Et puis donc j'étais en restructuring. On travaillait sur je pense qu'il y a prescription et c'était il y a 15 ans, mais on m'a mis sur la faillite de Thomson à l'époque. Et donc c'était un dossier où les collaborateurs, moi je me rendais à peine compte parce que j'étais un peu foufou, mais bossaient jour et nuit là-dessus, etc. Donc moi je m'en souviens, premier soir j'avais fini à 23h et j'avais appelé ma mère ou mon père, je sais plus, et pour faire le cake en fait, pour dire regardez, j'ai fini à 23h, je suis dans un cabinet d'avocat, je suis très important. Aujourd'hui c'est l'inverse, c'est plutôt quand je finis à 16h que j'appelle tout le monde en disant regarde j'ai fini à 16h, c'est la classe. Mais bon voilà, et un peu immature. Et puis je pense que ça m'avait pas forcément plu, c'était pas ce que je voulais faire. Mais il y a quand même des seniors partout. Et mon maître de stage, c'est quelqu'un qui s'appelait Jacques Enrault, qui est décédé, qui était vraiment un mec avec une voix grave, un mec d'une intelligence supérieure, un mec très pragmatique, etc. Qui était un des premiers Français qui avait fait Harvard, il me semble, dans les années 60. Un mec vraiment qui forçait le respect. Et il m'avait chopé, il m'avait bien aimé. Et il m'avait dit, bon, écoute, tu sais quoi, tu vas rester dans mon grand bureau, là, et tu vas te mettre dans une chaise, là, qui est dans le coin de mon bureau, et tu vas rester 4 heures assis. Et tu vas me regarder, passer mes coups de fil, je les passe en haut-parleur, et tu vas me regarder dicter mes courriers à ma secrétaire. Et t'inquiète pas, tu vas comprendre le métier. Et en fait, je m'en suis pas forcément rendu compte sur le moment, mais des mois et même des années plus tard, mais ce que j'ai appris assis sur cette chaise sans parler, en écoutant ce monstre sacré dicter des courriers ou passer des coups de fil, c'était extraordinaire. Et alors après, on prenait la pause déjeuner, il me dit bon, on va déjeuner. Alors là, on allait déjeuner à l'hôtel Raphaël. Et il commandait une bouteille de rouge au déjeuner. Alors je dis oh là, je suis en stage, je peux pas boire au déjeuner. En fait, j'avais pas le choix, j'étais obligé. Et il rentrait, il remettait ses bras de chemise, il recommençait à bosser comme un fou. Il avait un panache, une classe, il était extraordinaire. Mais ces cabinets d'affaires étaient peut-être pas faits pour moi. J'avais un peu envie d'ailleurs, donc je suis reparti à la fac à ce moment-là et j'ai pris l'opportunité de partir 1 an à la fac de droit au Vietnam. Donc c'était magique parce que je suis rentré avec 18 de moyenne à Assas et c'est clair que si j'étais resté à Assas, rue d'Assas, j'aurais peut-être pas eu 18 de moyenne. Ça m'a permis d'avoir une mention et puis surtout j'ai voyagé comme un malade, Laos, Cambodge, Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour, c'était extraordinaire. Et puis un peu de fac, mais bon, on a fait ce qu'on a pu. Et quand je suis rentré du Vietnam, là j'ai quand même eu un déclic. Et je me suis dit, j'étais un peu fêtard, j'étais un peu foufou à l'époque, un peu immature, et je voyais tous les gens qui commençaient à faire des stages. Et je me suis dit, là tu vas rester un peu sur la touche et sur le carreau. J'étais quand même un peu ambitieux, faut le dire. Et je me suis dit, maintenant faut un peu te bouger les fesses. Et à partir de ce moment-là, c'est ce moment-là où j'ai commencé à me rendre compte qu'en réalité j'étais beaucoup plus bosseur que je le pensais et beaucoup plus organisé que je le pensais comme mec. Et c'est à ce moment-là que je suis tombé sur un article sur internet. Alors à l'époque il n'y avait pas les classements GQ, les classements d'avocats, Le Point, Anomia même aujourd'hui, voilà. Mais il y avait un truc tout pourri genre l'internaute.fr où ils avaient classé 10 avocats mais qui n'avaient rien à voir, c'est-à-dire qu'il y avait un pénaliste, un type qui faisait de l'API, 2 types qui faisaient des fusions-acquisitions. Le journaliste et ses potes. Voilà, exactement. Et il y en avait un des 10 qui m'avait plu, c'était Pierre-Olivier Sûr, parce que je trouvais que je sais pas, il avait les cheveux un peu longs, il avait une chemise, dans la description il y avait écrit qu'il était littéraire, je sais pas, ça m'avait amusé. Et j'ai envoyé un CV chez lui. Et je me suis retrouvé, il m'a répondu, j'y suis allé, il m'a reçu en entretien, il m'a dit bon présentez-vous, j'ai dit écoutez bonjour, je m'appelle Archibald Céléron, là il m'a dit c'est bon, vous êtes pris, je dis ah bon, il me dit oui en fait déjà j'aime bien votre prénom, en plus vous avez une voix claire, vous avez la voix qui porte, c'est parfait, allez je vous prends, vous commencez dans 6 mois, voilà vous ferez du pénal, c'est génial, etc. Bon ok, l'entretien dure 5 minutes. Et puis, en me raccompagnant à la porte, il me dit
Bon, en revanche, il faut que je vous dise un truc que je voulais pas indiquer, mais quand vous allez venir en stage dans 6 mois, en fait, je serai en plein pendant ma campagne pour le bâtonnat. Et bon, il est possible que vous me filiez un petit coup de main, mais bon, on verra ça, etc. Bon, en fait, je suis arrivé en stage, j'ai fait presque que de la campagne de bâtonnat, mais c'était extraordinaire. Parce que moi, je ne savais pas ce qu'était qu'un bâtonnier, ce qu'étaient des membres du Conseil de l'Ordre, comment la profession d'avocat s'organisait, ce qu'était la conférence du stage, ce qu'était le rôle d'un bâtonnier, les conflits avec les honoraires, les propositions qu'on pouvait faire, etc. Et j'ai passé 6 mois de stage qui ont changé ma vie. Déjà parce que Pierre-Olivier Sûr est resté un mentor et aujourd'hui un ami pour moi. Et il avait une Porsche. Et il avait une Porsche, oui, tout à fait. Il avait une Porsche qui elle-même a une belle histoire d'avocat, avec laquelle il allait. Il vous a raconté ça c'est pas lui qui me l'a raconté. Ah, okay, et il avait une Porsche, je crois qu'il l'a revendue. Bon, peu importe. Et il avait surtout un vieux scooter rouge. Il faisait tout avec son vieux scooter rouge. Et je montais derrière son scooter rouge et on allait à la rencontre des avocats. Par exemple, il m'avait demandé d'organiser sur 20 semaines consécutives. Une fois par semaine, on choisissait un café, on allait dans un arrondissement. Donc la première semaine, on a fait le premier, la deuxième semaine, le deuxième, la troisième semaine, le troisième, etc., etc. On a fait ça pendant 20 semaines. Et on apprenait les quartiers des PMU. Et on mettait sur les réseaux sociaux ou sur Internet, je ne sais même pas s'il y avait les réseaux sociaux à l'époque, on sera dans votre quartier ce jour-là. Et en fait, on arrivait, parfois ils étaient 100, parfois ils étaient 3. Et dans le 20e arrondissement, on se retrouvait dans le PMU. Et en fait, on avait 3 avocats qui se pointaient. Mais des types qui étaient vraiment dans la difficulté, etc. Et moi, je faisais ça avec lui. Et c'était extraordinaire. Ça m'a ouvert une porte sur ce métier. Et des contacts évidemment et puis il m'a permis de rencontrer des personnages que je considérais comme des monstres sacrés, par exemple Jacques Vergès qui est en réalité aussi une des personnes que je ne connaissais pas, mais qui m'avait donné envie d'être avocat. Quand son documentaire de Barbet Schroeder sort, L'avocat de la terreur, moi je vois ça, ça me sidère. Je me dis, mais c'est incroyable. Lui, c'est vraiment un avocat. Je veux sa vie. Et il me présente Jacques Vergès. Et moi, je revenais du Vietnam. J'adorais l'Asie du Sud-Est. Je savais que lui, il était engagé dans un procès au Cambodge où il défendait Khieu Samphan, qui était le numéro 2 du régime Khmer Rouge et l'ancien président du présidium d'État du régime Khmer Rouge dans les années 70. Et je demande à Vergès, par l'intermédiaire de Pierre-Olivier Sûr, si il veut pas me prendre en stage au Cambodge. D'ailleurs, je sais pas si tu connais l'histoire, mais Pierre-Olivier Sûr a un jeu d'échecs dans son bureau, tout à fait, qui lui a été donné par Vergès pour lui remercier d'avoir envoyé le meilleur stagiaire qu'il ait jamais eu au sein de son cabinet. Ah bon? Non, ça m'étonnait. Ça m'étonnait parce que justement, parce qu'en réalité, moi j'étais tout content d'avoir ce stage, donc je pars au Cambodge. Et en fait, c'est ma seule vraie expérience de pénal pur, quoi, de pénal général en vrai. Et en fait, là, je me souviens que j'ai eu un moment où, je m'en souviens, ma grand-mère, qui était encore en vie à l'époque, elle m'avait appelé, elle m'avait dit, mais tu vas partir au Cambodge, défendre un mec qui est accusé d'avoir participé à un génocide avec plusieurs millions de personnes. Mais elle m'avait dit, mais c'est quoi le sens de ça? Je comprends pas le sens de ta démarche. Bon, moi j'étais un peu foufou, je dis ouais, non mais attends, l'avocat de la défense, le truc. Mais c'est vrai qu'en fait, quand je décolle dans l'avion et je vais tout seul au Cambodge et je pars pendant 8 mois en stage là-bas, là c'est le seul moment de ma vie où je me suis dit, bah ouais, mais en fait, pourquoi tu fais tout ça et défendre un mec avec des accusations aussi graves. En fait, j'avais jamais été en contact avec la défense de quelqu'un qu'on accuse. Et en fait, je suis arrivé là-bas. Et tout de suite, j'ai compris le sens du métier et l'étincelle que ça peut procurer, parce que en fait, il y avait une petite prison qui était à côté de nos bureaux et en fait, on pouvait aller entre midi et 2, n'importe quand, aller visiter notre client. Là, je rencontre Khieu Samphan, qui avait donc 82 ans, qui était un francophile parfait, qui est quelqu'un d'ailleurs qui avait rencontré Vergès dans les années 50, qui est un type qui était docteur dans les années 50 de la faculté de droit de Grenoble. Enfin bon, bref, des types qui avaient une vie quand même assez extraordinaire. Et je me retrouve face au client qui me raconte son histoire, qui me raconte sa manière dont il voyait les choses. Et en fait, tout de suite, on bascule de l'autre côté et on est tout de suite dans la peau de « on défend ». Et c'est quasiment automatique, c'est quasiment inné. Et en fait, ça, je pense que c'est un de mes premiers contacts avec la défense pure, dure. Et donc, j'ai fait cette expérience de stage au Cambodge, qui était franchement extraordinaire, mais plus pour l'aspect voyage et culture, on va dire, parce que en réalité, moi, j'ai senti que la justice pénale internationale, c'est pas vraiment mon truc. C'est trop long, c'est trop complexe.
c'est trop snob aussi. Il y a vraiment des geeks de la justice pénale internationale qui se partagent entre. Ils font d'abord le tribunal pour le Liban, ensuite ils vont à Arusha, ensuite ils font La Haye, ensuite ils vont au Cambodge, etc. Et en réalité, c'est des personnes qui sont employées par l'ONU et qui peuvent faire une carrière là-dedans. Moi, je pense que c'était peut-être un peu trop geek et intello pour moi. Ça allait pas assez vite parce qu'on parle de procès qui. Moi, j'ai vu une toute petite partie d'un procès sur 8 mois, mais en réalité, 4 ans plus tard, il était toujours pas condamné. Le procès était toujours en cours. Donc en fait, c'est des échelles de grandeur qui étaient pas assez immédiates et perceptibles pour moi, je pense, à l'époque. Et puis je suis rentré en France, j'ai fait mon stage final chez un avocat pénaliste qui s'appelle Benoît Chabert, qui est un ancien premier secrétaire de la conférence de Pierre-Olivier Sûr, qui était 12e d'ailleurs. Et là encore, c'est Pierre-Olivier Sûr qui m'avait envoyé là-bas. Et ensuite, j'ai fini chez un avocat que j'aime beaucoup, je pense qu'on peut dire que c'est lui qui m'a appris le métier, parce que j'y suis resté 5 ans, c'est mes 5 premières années de collaboration. C'est Jean-Marc Félida, qui est un avocat, un très bel avocat, classique, dans le bon sens du terme, avec une rhétorique classique, avec un sens de l'écrit, un sens de l'organisation, un sens de la gestion des clients, de la facturation. Il m'a appris beaucoup de choses et c'était une très bonne expérience de collaboration. Moi, je suis très favorable à la collaboration. En fait, j'ai mon petit ego comme tout le monde, j'ai ma petite fierté, mais en fait, j'ai été collaborateur pendant 7 ou 8 ans. Et moi, j'adorais avoir un patron. Et franchement, dans ce métier, je trouve que c'est vraiment important d'avoir un patron. Alors après, il y a patron et patron, mais quand ça se fait dans le souci de la transmission, dans le partage, dans le respect mutuel, bah franchement, c'est un bonheur d'avoir un patron qui vous apprend des choses. Moi, j'ai appris à écrire, j'ai appris à lire des dossiers, j'ai fait des énormes erreurs. Et si j'avais pas quelqu'un qui continuellement maculait tous mes courriers de rouge en disant mais non, mais ça c'est... Voilà, Félida, il me disait tout le temps, il me rendait mes courriers, il disait je suis désolé Archibald, mais vous écrivez comme un huissier. Et je refaisais jusqu'à ce qu'en fait le courrier soit parfait. Et pour lui, le courrier parfait, c'était le courrier le plus court possible. Et c'est lui qui m'a appris sujet, verbe, complément, point. Rien, pas d'adverbe, pas de conjonction de coordination, rien du tout. Et en fait, c'est difficile de bien écrire. Et je ne sais toujours pas bien écrire, hein, d'ailleurs. C'est ce que j'aime aussi dans ce métier, c'est que c'est le sentiment de progression constante. C'est-à-dire que quand aujourd'hui j'ouvre un dossier et que je tombe sur un courrier que j'ai écrit à 5 ans, je me dis mais c'est pas possible, je peux pas être un plouc à ce point-là, mais je peux pas écrire comme ça. Et j'ai honte de me relire. Mais ce qui est fou, c'est que je sais très bien que les courriers que j'écris aujourd'hui, j'en suis très fier. Mais je sais que dans 5 ans, quand je vais retomber dessus, mais je vais me dire mais t'étais vraiment le roi des débiles. Et donc ça, c'est vraiment un truc que j'aime bien dans le métier. C'est l'impression de progresser tout le temps. Et puis, quand même, au bout de 5-6 ans de collaboration, bon, j'ai fait la conf entre-temps, c'était assez rigolo d'ailleurs, parce que moi, j'ai souvent eu des contacts avec la conférence, parce que j'étais chez Pierre-Olivier Sûr, qui était un secrétaire de la conférence, après je suis allé chez Vergès, qui était un ancien premier, je suis allé chez Chabert, qui était un ancien premier, et j'ai fini chez Félida, qui était un ancien 9e. Donc en fait, pour moi, tous mes patrons avaient passé ce truc-là un jour, et je me suis dit, faut que je le fasse. Je me suis dit, faut que je le fasse, quoi, c'est pas possible. Tous mes modèles, mes mentors l'avaient fait, donc pour moi, c'était pas possible. Et donc je l'ai vraiment fait sérieusement, parce que je me suis rongé les ongles à passer ce truc-là, parce que pour moi c'était important, quoi. Et je m'en souviens que Félida, il m'avait convoqué dans son bureau, il m'avait dit un truc extraordinaire quand même. Il m'avait dit écoutez Archibald, c'est très simple, si vous loupez la conf, je vous vire. Si vous la réussissez, je vous garde. Ce qui est très précisément l'inverse de ce que disent tous les autres patrons. Et j'ai eu la chance de réussir la conférence, peut-être qu'on en parlera plus tard. Et c'est clair que ça a énormément facilité ma relation avec Félida à ce moment-là. Mais bon, en fait, au bout de 4 ans, 5 ans, 6 ans, peut-être 5 ans, je ne sais plus exactement combien de temps je suis resté chez lui, il y a un moment, en fait, c'est pas de ma faute, c'est pas de sa faute, mais c'est simplement qu'en fait, on stagne, on a peut-être besoin de voir autre chose, parce qu'en fait, il y a un moment où on progresse plus, on est sur un palier où on a l'impression qu'on fait du surplace. Et moi, j'aime pas ça, j'aime bien toujours progresser. Et en fait, par un concours de circonstances, complètement fou d'ailleurs, mais ça, c'est comme ça dans la vie, on m'a proposé de rejoindre le cabinet de Dupond-Moretti.
Et en fait, moi, ça faisait déjà quelques mois, quelques années que je chouinais un peu dans mon coin en me disant ouais, ça va pas assez vite, j'ai pas assez de clients. En fait, je pensais que j'allais cartonner quand j'ai prêté serment. En fait, non, j'ai pas cartonné. En fait, tout le monde se moquait de moi. Enfin, tout le monde se moquait d'Archibald Céléron. Et en fait, j'avais pas de dossier comme tout le monde. Et donc, je me suis dit écoute, ça fait 5 ans que tu chouines dans ton coin, que t'as pas d'opportunité. Si le jour où t'as une opportunité comme ça qui se présente et que tu la refuses, t'es le roi des tocards. Donc, j'y suis allé. Et j'ai bien fait parce que ça a été des années merveilleuses également. Et là où j'avais l'impression de stagner, en fait, je suis allé dans un autre cabinet, donc d'autres personnalités, d'autres méthodes, d'autres dossiers, d'autres manières de facturer, d'aborder la presse, d'aborder la vie, etc. Et en fait, j'ai du jour au lendemain, j'ai l'impression que je me suis remis à apprendre et à tout ingurgiter comme une éponge du jour au lendemain, quoi. Et c'était extraordinaire. Mon arrivée chez Dupont, j'avais l'impression que je reprenais une année de conf en fait. C'est quoi la méthode Dupond-Moretti ? On va dire qu'il y a ce qu'on peut qualifier de méthode, donc qu'on pourrait reproduire dans un autre cabinet, et ça, il y en a une partie, c'est vrai. Puis après, il y a l'aspect aussi lié à la personnalité de Dupond-Moretti. Et pour moi, ça, c'est inimitable et c'est pas copiable. D'ailleurs, il y a des avocats qui essayent de l'imiter et le copier, et je trouve qui essayaient, maintenant il est plus avocat, mais qui faisaient du faux Dupond-Moretti aux assises, et en fait, c'est désastreux. Mais lui, c'était juste le maître de son art qu'il avait lui-même. Mais il y avait quand même une méthode. Déjà, je pense que c'est quelqu'un qui était très 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 exigeant, mais dans le bon sens du terme. Enfin, je ne sais pas s'il y a un mauvais sens du terme exigeant, mais en tout cas quelqu'un très respectueux avec ses collaborateurs, mais très exigeant. Et c'est quelqu'un qui forçait le respect, l'admiration évidemment, et donc ces dossiers étaient vraiment préparés au cordeau, aux petits oignons. Et en fait, quand la voiture elle était bleue, on indiquait que la voiture elle était bleue. On disait pas qu'elle était rouge, parce que si jamais ça pouvait avoir des conséquences terribles sur le procès, le moindre détail, le moindre témoin. Donc tout était ciselé. Et puis il y avait une méthode aussi de préparation, ce qu'on appelait la cotation des dossiers, la manière dont on préparait les dossiers pour l'audience, qui facilitait énormément le travail de celui qui en assumait la charge, ou qui était chargé de plaider cette affaire, qui était, me semble-t-il, propre à ce cabinet, qui a aussi été copié par des cabinets concurrents. Mais donc il y a une méthode. Et puis après, il y a aussi un sens de l'audience inné, mais ça qui est lié à Éric Dupond-Moretti. Moi, j'avais entendu parler de toi parce que dans une affaire, alors je ne sais pas si c'était la première, c'était à tes débuts ou pas, tu vas plaider Meyrat. Ouais. C'est la première affaire que je plaide aux assises avec Éric Dupond-Moretti et Antoine Vey. Dans le grand bain. Ouais, tous les trois. En fait, c'était marrant parce que je venais d'arriver. Et en fait, il fallait trouver quelqu'un pour préparer le dossier Meyrat, étant précisé que le dossier Meyrat faisait 117 tomes, c'est-à-dire qu'en fait, ça remplissait une pièce entière de documents. Rien qu'à imprimer, c'était un mois d'impression. À ce moment-là, tous les collaborateurs, dont moi, avons regardé nos chaussures, du style de pas entendre, et personne s'est dénoncé. Et puis finalement, vu que moi je venais d'arriver, j'ai fait un peu le faillot, j'ai levé la main, je dis moi je veux bien m'y coller. Puis vu que je venais d'arriver quand même, j'avais un peu la pression. Et c'est vrai que ta grand-mère à ce moment-là. Si, exactement. Mais c'était c'était en vrai, j'en ai un peu chié sur le moment. Je sais pas, c'est 3 ou 4 mois de ma vie, j'ai fait que ça, jour et nuit. C'est à peu près 1000 pages, c'est ça ? Ouais, voilà. Ça fait 117 000 pages que tu as dû taper en 3 mois avec la cotation de tous les actes, etc. T'as pas dû beaucoup dormir ? Non, j'ai pas beaucoup dormi, et puis surtout j'avais envie de bien faire, j'avais envie de casser la baraque, en fait, tout simplement. Et puis je suis monté un peu en force, et puis à un moment je connaissais de plus en plus le dossier, à un moment je le connaissais même dans ses moindres recoins, donc je suis devenu un peu le référent du truc, et puis l'audience a commencé, et en fait vu que je connaissais très bien mon sujet, je passais les codes, je lisais les documents, donc j'ai pris un peu de poids dans l'audience. Et puis à un moment Eric et Antoine m'ont dit vas-y, plaide avec nous, en fait on le fait à 3 et on plaide à 3, et puis finalement on a plaidé ce dossier à 3, et c'était, je pense, moi j'en garde un souvenir merveilleux. C'était un très 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 beau souvenir judiciaire, c'était un très très beau procès, très chaud. Je pense qu'on a fait un très bon travail de fond et aussi un très bon travail juridique. Franchement, rétrospectivement, on avait fait le job. Et puis
moi, c'était un peu mes pros. Alors, je connaissais un peu Dupond-Moretti d'avant, évidemment, comme tout le monde. Puis je le connaissais aussi un petit peu parce que dans le cabinet où j'étais avant, on avait un dossier avec lui, donc je l'avais un peu vu à l'œuvre. Mais c'était mon premier vrai contact avec lui. Et puis dans son équipe, moi, je considère que Mera, en 2017, Éric Dupond-Moretti, il était au sommet de son art, franchement. Alors, après, il y a des personnes qui considèrent que. Il était au sommet de son art. Et franchement, moi, j'ai trouvé ça fascinant à voir. Et voilà, moi, j'ai que du bien à dire sur Éric Dupond-Moretti. C'est vraiment un avocat qui était. C'est maintenant on est obligé de parler de lui au passé en tant qu'avocat, mais c'est un avocat. Inspirant, qui force le respect et qui de toute façon est précédé par ses résultats. Et c'est lui qui a inculqué quand même la notion du résultat en pénal. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les cartes sont brouillées. En fait, on peut faire des podcasts sur Anomia, on peut faire des trucs sur LinkedIn, on peut faire du pipeau, on peut faire de l'autocommunication, on peut faire tout ce qu'on veut. Et je suis le premier à le faire, j'en suis parfaitement conscient. Mais en réalité, un bon avocat pénaliste, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui imprime, qui marque le procès de sa patte et qui renverse la vapeur et qui gagne des dossiers. On peut dire ce qu'on veut, mais Éric Dupond-Moretti, c'est quelqu'un qui renversait la vapeur, c'est quelqu'un qui gagnait des dossiers. Et 145 acquittements. Acquittator, voilà. On ne le gagne pas gratuitement. Et non, mais non, c'était une fabuleuse expérience. Et là encore, il m'a beaucoup appris, Antoine Wey m'a beaucoup appris, c'était un cabinet qui m'a beaucoup appris, mais là encore, au bout d'un moment, on a l'impression que... Avant qu'on passe à autre chose, ça m'intéresse de revenir sur 2 points. Le premier point, c'est quand tu vas plaider le procès Mera, déjà, est-ce que quand tu le prépares, tu sais qu'ils vont te proposer de plaider ? Et ma deuxième question, qui suit la première, c'est comment on plaide à côté de ses anciens patrons ? Je sais pas si Antoine Wey était déjà ton patron, enfin était déjà associé à l'époque, mais... Ouais, en fait, oui, en fait les deux étaient associés, moi j'étais collaborateur. Okay. Pour répondre à la première question, non, j'étais pas au courant que j'allais plaider. Ça s'est fait en fait naturellement, et c'est là où c'est beau la vie, et c'est là où en fait ça donne une leçon. Si je m'étais pas autant... En fait, ça s'est imposé naturellement. Quand vous bossez tellement le dossier, que vous avez fait ça jour et nuit, que vous avez ça dans la peau, que vous arrivez le premier avant tout le monde pour mettre les bouteilles d'eau à leur place, pour bien ranger les codes de tout le monde, pour mettre les stylos au bon endroit, quand vous repartez après tout le monde pour ranger les feuilles de tout le monde, pour machin truc, quand vous rentrez chez vous, vous y pensez encore et que vous êtes le référent parce que vous connaissez tout du dossier, en fait vous n'avez même pas besoin de demander de plaider. Le truc c'est que le travail en fait ça ne ment pas. Et donc du coup naturellement ils m'ont dit vas-y tu plaides l'affaire avec nous. Et là, on en vient à votre deuxième question, enfin à ta deuxième question, pardon, je sais pas pourquoi je te vois tout d'un coup. Et à ta deuxième question, c'est comment c'est de plaider avec son patron ? C'est l'enfer. Je pense que n'importe quel collaborateur qui écoute ce podcast sait de quoi je parle. Déjà, de plaider avec son patron, c'est l'enfer. Déjà, plaider pour la première fois avec son patron, c'est l'enfer parce que tu te dis, et là c'est la première fois qu'il va m'entendre, il va me trouver complètement nul, c'est la honte, etc. Et plaider pour la première fois avec ton patron, quand ton patron c'est Éric Dupond-Moretti, sur l'échelle de l'enfer, t'es catégorie 15. Mais en fait, là encore, ça s'est fait naturellement parce que, j'avais tellement envie de réussir, j'avais tellement bossé, j'avais tellement la niaque. C'était une très belle période de ma vie. J'avais quand même, c'était il y a 8 ans, j'avais 8 ans de moins quand même, donc j'avais pas d'enfant à l'époque. Aujourd'hui, j'en ai 3 en bas âge, donc j'avais quand même vraiment la frite. Et de toute façon, on n'a pas d'autre choix que de casser la baraque, sinon c'est pas possible. Et puis la manière dont on plaide avec son patron, ça c'est la bienséance et l'intelligence émotionnelle la plus basique, c'est qu'évidemment on fait pas le cake, quoi, et encore moins avec Dupond-Moretti. Donc en fait, il m'avait déjà fait comprendre entre les lignes, mais ce que je veux dire c'est que je m'étais auto-censuré moi, c'est-à-dire que en fait derrière il y avait Antoine Wey qui allait plaider, il y avait Éric Dupond-Moretti qui allait plaider, donc j'allais pas faire la grande intro larmoyante, la grande conclue avec une péroraison complètement poétique. En fait, mais moi ça m'allait très bien parce que c'est pas mon style en plus. Moi je suis assez brut, pas d'intro, pas de conclue, bam, les faits et sujet verbe complément aussi, et puis surtout pièce par pièce, c'est un peu mon style, donc en réalité ça m'allait bien.
Mais et donc ça se pète comme ça. Et ce qui est rigolo, c'est que après, donc par la suite, j'ai eu la chance de plaider énormément de fois aux assises avec Éric Dupond-Moretti, à Draguignan, à Orléans, à Dijon, à Nanterre, à Paris, à à Aix. Bon bref, on fait un tour de France. Et en fait, c'était un peu le système, c'est-à-dire que on va dire. Je passais en premier, on déminait de manière assez carrée, on va dire sans trop d'emphase le dossier, et on essayait de déminer, de défoncer le dossier, mais de manière sobre, efficace, propre. Et puis derrière, Éric Dupond-Moretti, c'est sûr qu'il avait... on envoyait le napalm. Ouais, il envoyait le napalm, puis même, en fait, il a une vision de la chose judiciaire. Il avait une vision de la... Enfin, il l'a toujours, évidemment, mais je parle lui au passé en tant qu'avocat. Mais voilà, une vision de la chose judiciaire, ça dans ses tripes, une expérience. Il pouvait faire le lien entre des affaires qui avaient eu lieu il y a 15 ans, il y a 20 ans auparavant, parce qu'il savait que le président lui-même a été assesseur dans ce... Enfin, voilà, il avait les cartes et le dessous des cartes que forcément un jeune avocat n'a pas. Donc moi, je crois à la transmission intergénérationnelle dans ce métier. Pas forcément que les pénalistes, d'accord, d'ailleurs. Je vous parlais tout à l'heure de cet avocat fabuleux en restructuring qui était un seigneur également du barreau. Je pense que dans tous les domaines, mais moi, ce que j'aime bien, c'est cette transmission entre les générations. Et ça, c'est beau. Et quand Éric Dupond-Moretti est appelé en tant que ministre, est-ce que tu décides de rester au sein du cabinet ? Est-ce que tu pars ? Comment ça se passe pour toi ? Déjà, c'est pas prévu. Enfin, c'est pas prévu. Non, en fait, c'est pas... ça nous... Vous l'imaginez pas ? Non, comment dire, on était très heureux pour lui, ça c'est sûr, parce que c'est quelqu'un qui vraiment a la justice dans le sang, comme il l'a dit lui-même, il a une relation charnelle avec la justice, comme il l'a dit dans son discours d'intronisation au ministère de la Justice, et c'est vrai, c'était un défi magnifique, à la hauteur de son talent, de l'homme qu'il est, donc nous on était vraiment très très heureux pour lui, donc en fait au début on était euphorique, et on n'avait rien calculé. Et on s'est retrouvé avec ce cabinet incroyable à gérer. L'idée de partir à ce moment-là ne m'a pas vraiment traversé l'esprit. Et en fait, j'ai bien fait parce que il a fallu gérer les affaires aux assises qui étaient prévues dans les 6 prochains mois, dans l'année qui suivait, dans l'année et demie, même les 2 ans qui... Donc c'est clair que les 2 ans que j'ai encore passé là-bas, j'ai plaidé encore plus aux assises que lorsqu'il était là. C'était incroyable. Et t'étais prêt ou pas ? J'étais prêt dans le sens où j'avais été secrétaire de la con, ça faisait déjà 4 ans que j'étais chez Dupond, j'avais déjà quand même 40 ou 50 assises à mon avis, mais en fait non, j'étais pas prêt, non, évidemment, et c'était terrible parce que, c'était terrible, c'était génial, il faut qu'on s'entende, et quand j'y repense rétrospectivement, c'était extraordinaire, mais sur le moment, j'allais à l'audience, j'étais pas forcément prêt parce que j'avais trop de trucs à gérer, etc. Donc quand j'arrivais, le client sur place, il fallait le rassurer, lui dire que j'étais là, que j'avais lu le dossier, etc. Et parfois, il y a des dossiers, on était un peu plus à l'arrache que d'autres, et il fallait prendre le truc et il fallait être performant parce que les gens, ils attendaient des résultats et ils attendaient leur vie en jeu derrière. Exactement. Et donc ils attendaient un avocat qui soit là, qui soit incisif, qui connaisse par cœur le dossier, qui boxe un peu les témoins, etc. Donc il fallait leur offrir ça. Et puis derrière, la semaine d'après, ça enchaînait à l'autre bout de la France. Donc il y avait déjà la famille du dossier d'après qui appelait, vous êtes où, on ne comprend pas, pourquoi vous n'êtes pas là en avance, etc. Donc du coup, celui sur le moment n'était pas content, celui d'après n'était pas content. Ensuite, je retournais au cabinet. Parfois, j'étais au cabinet une fois toutes les 3 semaines ou tous les mois. En fait, mon associé n'était pas content parce que j'étais jamais au cabinet. Et après, je rentrais chez moi et en fait, ma femme, elle n'était pas contente parce que j'étais jamais chez moi. Donc en réalité, les premiers mois, ça a été très très dur parce que quoi que je fasse, personne n'était content et j'en prenais quand même plein la gueule parce que c'était quand même des dossiers qui étaient initialement prévus pour Dupond-Moretti. Donc, si tu veux, c'était des dossiers d'assassinat, de meurtre, les peines requises au parquet général, c'était des perpètes, des 30 ans. Parfois, je me faisais des mois, je prenais 4 fois 30 ans dans le mois. Voilà. Donc, c'est clair que... Et j'étais tout seul. Et j'étais à l'autre bout de la France. Comment tu tiens ? Non, après, je veux dire, je vais pas faire pleurer, c'est génial. Il y a plein de gens qui écoutent ce podcast, ils disent putain, j'aimerais bien être à sa place. Et je me rends compte, franchement, c'était une période bénie des dieux en vrai. Mais c'est clair que, je sais pas. Mais après, j'y ai laissé
Des plumes. Ouais, c'est quelques plumes quand même, franchement. J'ai des cernes qui ne veulent pas partir. J'ai pris 15 kilos. Il y a un moment où j'ai eu presque un peu des problèmes de santé un peu plus chiants. Je sais pas. Mais bon. Non, mais c'est bien d'avoir ce discours de vérité parce que tu sais, t'as des mecs qui sont là en mode non, mais moi je peux encaisser 2 fois plus, etc. Tu vois, c'est bien de dire aussi que putain, quand tu travailles, oui, il faut le faire, mais putain, c'est difficile. Et quand tu vas te taper 4 assises, que tu prends 30 ans sur le truc, déjà, moi j'ai vu mon père qui était pénaliste, alors pas sur autant d'affaires que vous, etc. Mais il était dans le dossier d'un complice de Holm à côté de Nancy. Ouais. Il a perdu 15 kilos pendant les assises, où en fait il bouffait plus, il dormait plus avec ma mère parce qu'il était en train de se réveiller au milieu de la nuit, à rechercher une côte parce qu'il l'avait vu, il avait vu un truc, etc. Et si tu veux, il devenait dingue. Alors j'imagine pas ce que tu fais quand t'as 10 assises à plaider, tu vois. C'est pareil que ton père, sauf que moi je perds pas 15 kilos, je les prends, mais sinon. Elle les a bien repris, t'inquiète. Non, mais. Mais je désespère pas de les perdre, moi. Mais ce que je veux dire, c'est que. Ouais, franchement, non, mais c'est très engageant. D'autant plus que, en plus, je le dis d'autant plus librement que moi, je suis quelqu'un de très attaché, et ça aussi, c'est pas très commercial de dire ça. Mais en fait, moi, je suis très attaché à ma vie privée, à ma séparation entre ma vie professionnelle et ma vie privée. En fait, moi, mon métier, c'est avocat, mais c'est pas ma vie. C'est pour ça que au début, tu me dis alors le garçon, ta première question, le garçon avant d'être avocat. Bah moi, si tu veux, moi le garçon, il n'était pas forcément différent que la personne aujourd'hui. Et moi, je suis avant tout Archibald et je suis pas un fan du tout avocat tout le temps à la maison, le week-end, c'est un état, etc. Donc je suis assez 2023. C'est cool, ouais. Peut-être pas woke non plus, mais parce que je suis quelqu'un quand même de très sérieux, de très organisé. Je suis un mec qui va quand même tôt au boulot, qui est assez responsable dans le boulot. Je suis un gros bosseur, mais en vrai, non, en fait, le week-end, je suis pas avocat, non. Voilà, moi j'ai une famille, j'ai des enfants. Moi, quand j'ai eu la conférence, on me disait, et puis je l'avais un peu aussi vu d'expérience, que tout le monde soit perdait sa copine, soit perdait sa collaboration. Sa copine ou son copain. Et en fait, moi, quand je suis devenu secrétaire de la conférence le 1er janvier, moi, je me suis dit, en fait, moi, il y a 2 trucs que j'ai pas envie de perdre. J'ai pas envie de perdre ma collaboration et j'ai pas envie de perdre ma compagne. Et d'ailleurs, j'ai réussi à garder les 2. Et c'était important pour moi. Et donc, du coup, faut faire des sacrifices. Et c'est clair que je pouvais pas participer à toutes les soirées jusqu'à 6h du matin chez Castel. Je pouvais pas faire toutes les permanences de 23e en comparution immédiate. Je pouvais pas prendre tous les dossiers criminels. Je pouvais pas non plus aller à toutes les rentrées de tous les barreaux au Québec, au machin, au truc. Mais je m'en ai quand même énormément profité. Mais je pense qu'il faut savoir aussi respecter un équilibre. Donc en fait, ça nous boucle la boucle sur comment on fait aussi pour tenir et pour pas péter en vol. Moi, c'est peut-être ça mon équilibre. Moi, en fait, je suis prêt à faire énormément de sacrifices. J'ai beaucoup sacrifié. Mais en fait, il y a des trucs que je ne veux pas sacrifier. Voilà, le fait d'être avocat ne doit pas conduire à sacrifier certaines choses qui sont plus importantes pour moi. Voilà. Très clair. Tu n'es plus associé aujourd'hui au sein du cabinet V. Tu as créé ton cabinet d'avocat. Est-ce que tu peux nous parler un peu de 20 rues ? Alors, 20 rues est un cabinet dont je suis évidemment très fier et qui est une association avec des avocats que j'aime et que je considère être les meilleurs dans leur domaine. Je suis associé avec une femme qui s'appelle Julie Fabreguette qui fait du droit pénal des affaires et beaucoup de droit de la presse, protection de la réputation, qui a une clientèle assez institutionnelle. Elle défend une plateforme assez célèbre de la côte ouest américaine, quelques belles entreprises, mais aussi des particuliers sur des problématiques de pénal des affaires, de plus en plus de compliance, de gestion de crise. Et j'ai également un autre associé qui s'appelle Xavier Bouillot, qui est lui un avocat publiciste, qui est avocat depuis 10 ans et qui avant était au ministère de la Justice, au ministère des Relations avec le Parlement, qui était assistant parlementaire, qui a commencé en politique avant d'être avocat en 2012, qui lui connaît bien un peu les rouages de la décision publique, il défend pas mal de communautés de communes, de maires, etc. Et une associée donc on est 4 en tout, qui s'appelle Sarah Baker, qui était counsel dans un gros cabinet d'affaires, LPA-CGR pour ne pas le citer, et qui, elle, fait du droit de l'environnement depuis plus de 10 ans, et c'est sa spécialité. Elle est assez réputée là-dedans, et notamment sur la partie environnementale
des fusions-acquisitions. Elle est aussi spécialisée en dépollution de sites et friches polluées. C'est assez technique, mais en réalité, c'est des choses qui sont assez récurrentes dans ces affaires-là. Et on a pensé créer un cabinet qui respecte un triptyque pénal, public, environnement, parce qu'on s'est rendu compte qu'avec ces 3 matières, pénal, public, environnement, il y avait un nombre de synergies phénoménales et hallucinantes. En pénal et en public, évidemment, en public et en environnement, évidemment, auprès des communes, des collectivités communes, etc. Et également en pénal et environnement, évidemment, et ce qui nous amène au pénal et l'environnement. Et je pense que c'est une matière dont on a envie de faire un peu un focus dessus. Et je pense que ça va être un axe de développement assez important de notre cabinet, qui ne fera pas que ça. Chacun fera du pénal dans son coin, de l'environnement dans son coin, du public dans son coin. Mais en réalité, les affaires de greenwashing, de contentieux climatique ou de pénal de l'environnement pur, de transport international de déchets, d'écocide, ça, c'est des affaires qui sont des dossiers qui nous plairait bien de traiter de manière plus importante à l'avenir. Et puis voilà, je pense que c'est des profils de personnes qui me ressemblent aussi, c'est-à-dire avec une vision quand même assez moderne de la profession, et puis une équipe aussi de collaborateurs, de stagiaires qu'on a à cœur de former. Donc c'est le début d'une aventure. Et puis pour moi, alors j'étais déjà associé dans le cabinet où j'étais avant, mais le cas de figure était, enfin la configuration était peut-être un peu différente. Mais là, c'est être aux manettes de son propre cabinet, de se sentir chez soi. Donc c'est pas moins stressant, mais on va dire que c'est un stress qui est différent et qui est peut-être plus facile à accepter. Très clair. Voilà. J'aimerais bien qu'on parle de quelques affaires que tu as pu avoir, que j'ai en ma connaissance. Tu me diras d'ailleurs si je me plante pas et si c'est vraiment le cas. Moi, j'ai beaucoup ri en regardant les affaires, notamment du roi de l'arnaque avec Marco Mouli, Arnaud Mimran, etc. Je crois avoir entendu, et tu me diras si c'est vrai ou pas, ou si d'ailleurs tu peux pas en parler, je ne sais pas si c'est le cas, que tu étais dans ces affaires-là et que tu avais notamment défendu Mimran. Est-ce que c'est le cas ? Alors, en fait, quand j'étais collaborateur pendant 5 ans chez Fedida, il se trouve que Fedida était un des avocats, si ce n'est l'avocat, un peu number one de toutes les affaires de taxe carbone. Donc évidemment, les noms que tu viens de citer me parlent, évidemment, énormément. C'est les procédures que j'avais suivies là-bas. Alors c'est vrai que c'est un truc qui est un peu perdu de mode. Alors bon, c'est revenu un peu à la mode parce qu'on voit Marco Mouli qui fait des reels sur Instagram et qui va sur le plateau d'Hanouna, et donc ça redevient un peu la mode, et puis aussi au gré de certains documentaires Netflix. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était vraiment chaud, quoi. C'était en plein boom, ces affaires-là. Ça aussi, c'était le hasard du destin. Et c'était un peu une époque bénie d'être chez Fedida au moment de la taxe carbone, parce que c'était vraiment une très belle période. Après, parler spécifiquement de ces personnes-là, de ces dossiers-là, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt pour ceux qui nous écoutent. Mais encore le sentiment d'être là où ça se passe, et c'est clair que à l'époque il n'y avait pas encore le PNF, ou alors je crois que c'était encore le pôle financier des Italiens. Je ne sais plus s'il y avait déjà le PNF à ce moment-là, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait une nouvelle instruction qui s'ouvrait tous les 6 mois, et toutes les plus importantes les unes que les autres, avec des préjudices toujours plus importants, avec des extraditions, etc. Et donc là, j'ai été confronté effectivement à des affaires qui étaient médiatiquement aussi fortes, avec beaucoup de pression, des magistrats, des avocats entre eux, et c'était une période très très intéressante judiciairement, avec les meilleurs pénalistes en fait. J'allais aux audiences, Fedida plaidait, mais je voyais aussi plaider Thierry Herzog, tous les avocats, Haïk à l'époque, Temim évidemment qui en défendait quelques-uns, Kaminski qui était beaucoup dans ces dossiers-là, un type qui s'appelle Olivier Schnerb aussi qui était beaucoup dans ces dossiers-là et qui est décédé. Donc non, c'était très formateur aussi. Mais comment tu fais quand tu bosses ? C'est vraiment une question que je me pose et que je pose d'ailleurs jamais au podcast, donc tu seras le premier à qui je pose cette question-là. C'est une question normalement quand on voit du rouge qui tache avec des pénalistes qu'on pose sur le coin de la table, mais du coup je vais la poser pour une fois ici. Comment tu fais lorsque tu bosses sur des procès comme Mera, sur des procès comme l'ECMER que tu as pu voir avec Vergès, comme ces procès qui sont retentissants au niveau de la taxe carbone, lorsque tu finis ce procès, comment est-ce que tu fais pour aller sur le
crime moyen, sur l'affaire de mœurs moyenne, tu vois, sur un truc qui est peut-être beaucoup moins stimulant intellectuellement, ou qui a beaucoup moins d'enjeux en termes médiatiques, ou qui a beaucoup moins de force. Comment est-ce que tu fais finalement pour te dire, vas-y, je continue, j'y vais encore? Parce que justement, je pense pas que ça soit ces affaires-là qui a le plus d'adrénaline et d'enjeux en réalité. Comme je le disais tout à l'heure, le procès des Khmers sur le papier, c'est magnifique. C'est au Cambodge, je bossais pour Vergès, c'est ultra grave, c'est un génocide, c'est un truc indéfendable. Mais en fait, dans les faits, Vergès, je l'ai vu 3 fois là-bas, mais il venait 24 heures et en fait, on était sur place un peu tout seul. Comme je l'ai dit, le procès durait 8 ans, donc en réalité, si tu restais 8 mois, t'en voyais rien. Les questions de droit, elles étaient tellement techniques que c'était des mémoires de 460 pages, juste sur un petit point de droit qui était traduit en 3 langues en direct à l'audience avec 4 interprètes. Donc en réalité, t'avais pas le truc que tu peux avoir en comparaison immédiate. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de règles, mais il y a des dossiers qui ont des intérêts. Et cet intérêt, il peut venir de plusieurs pans. Je pense qu'il y a des dossiers qui ont évidemment un intérêt médiatique. Et là, en fait, c'est ça. C'est pas forcément un dossier très intéressant, mais en fait, tout le monde s'intéresse à ce dossier. C'est le dossier dont tout le monde parle. Donc, en fait, l'intérêt médiatique fait que pour toi, c'est un dossier intéressant. Il y a l'intérêt financier, dossier inintéressant mais qui rapporte une blinde, donc en fait pour toi tout d'un coup c'est très important l'enjeu, puis tu as envie de gagner parce qu'en fait le client va être encore plus content parce qu'il va encore plus te payer, ça arrive de temps en temps. Et puis surtout, moi je considère qu'il y a le dossier qui est intéressant parce que en fait, soit l'histoire te touche profondément, que tu sois en défense ou en partie civile, et ça arrive quand même très souvent, surtout dans les affaires criminelles que j'ai eu à défendre. En fait, c'est un truc anonyme, t'es au fin fond de la France, il n'y a aucun journaliste, tout le monde s'en fout, mais en fait, toi, t'es complètement scotché à ton siège pendant 4 jours et tu transpires et en fait, t'endors pas la nuit à ton hôtel parce que l'affaire à ce moment-là, c'est tout pour toi. C'est toute ta vie. Et puis, il y a des affaires aussi qui ont un intérêt parce que la personne a un intérêt. C'est-à-dire que les faits qu'on reproche à ton client ne sont pas forcément très intéressants. C'est pas forcément très intéressant financièrement. Il n'y a pas forcément un intérêt médiatique. Mais la personne que tu défends, en fait, elle te parle parce qu'elle te rappelle quelqu'un, parce qu'elle te rappelle ton frère, ta sœur, parce qu'en fait, tu as envie de la défendre, tu as envie de la protéger. Donc, en réalité, l'intérêt que tu peux trouver dans un dossier, il peut résider dans des détails. Et c'est le même plaisir, en vrai. C'est un énorme dossier comme Mera ou un dossier qui te tient à cœur au fin fond de la France, qui est tout petit mais qui pour toi est très important à tes yeux. Franchement, je pense que c'est la même hormone qui se déclenche dans ton cerveau et qui te procure à la fois du stress, de l'angoisse, mais aussi quand même quelques fiertés. Et parfois quand même quelques bonheurs, c'est assez rare, mais c'est vrai qu'on est quand même plus souvent déçu dans ce dossier, dans cette profession, qu'on est satisfait. Mais quand on a une vraie satisfaction judiciaire, c'est vrai qu'on a un peu l'impression de planer, c'est euphorisant. Archibald, j'ai 2 dernières questions à te poser avant de te rendre ta liberté. De quoi tu es fier? Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu te souviens? Je vais parler longtemps pour te les réfléchir. Il y a quelque chose dont tu te souviens qui t'a procuré vraiment un sentiment de bonheur? Tu parlais des sentiments de bonheur qui pouvaient être rares, ou en tout cas plus rares que les sentiments de tristesse dans cette profession. Quelque chose qui t'a vraiment rendu fier, ou quelque chose où tu te dis putain, ça je suis fier de l'avoir fait, je suis fier de l'avoir réussi, c'est une belle réussite. Et après tu auras le pendant inverse à cette question. Ouais, alors je pense que je vais être aussi nul sur la première réponse que sur la seconde. Peut-être mes premières plaidoiries. Ce qui est bizarre de dire ça parce qu'en fait rétrospectivement je pense que je disais n'importe quoi, que j'étais pâteau, je devais être engoncé dans un style complètement surjoué, je devais pas être naturel, etc. Mais les premières personnes que j'ai eu à défendre, c'est vrai que c'était vraiment tout à mes yeux, et notamment je me souviens d'un type qui était un cracoïnomane / héroïnomane qui en fait pour se payer une dose à chaque fois faisait des petits cambriolages minables et à chaque fois se faisait arrêter, mais c'était vraiment un
mec, mais tellement touchant et ce type, à chaque fois qu'il me désignait, évidemment, je n'étais jamais payé, je le faisais gratuitement, je prenais même pas l'aide juridictionnelle, d'ailleurs, je le faisais purement gratuitement, mais j'ai dû plaider 12 fois pour lui, en région parisienne, devant tous les tribunaux, etc. Et en fait, le type, il avait rien à me donner, mais il était tellement reconnaissant, tellement respectueux, tellement humain. J'avais envie de le protéger. Sa famille m'appelait et ils avaient non plus rien à me donner, mais en fait, ils étaient, je sais pas. Donc, ces dossiers-là, ces premiers dossiers-là, où en fait, il n'y a pas d'autre enjeu que celui de vouloir y aller comme un lion, quoi. Donc, ça. C'est un truc qui me manque parce que, alors je veux pas être blasé, hein, j'ai que 10 ans de bar, donc j'ai rien à apprendre à personne, j'ai aucune expérience, mais rien qu'avec cette toute petite expérience-là, voilà, cette folie des premiers dossiers, les premières fois où on met la robe, rétrospectivement, c'est bon, c'est des moments magnifiques quand même. Ok, ouais, ça me va, je trouve que c'est beau comme histoire. Et d'un truc dont tu n'es pas fier, d'une tôle que tu t'es prise, de quelque chose qui a été difficile pour toi, peut-être un moment où tu as fait un mauvais choix, où tu t'es mal comporté avec un associé, avec un collaborateur, un truc dont tu n'es pas fier en vrai, ou que tu considères aujourd'hui plutôt comme un échec. Des échecs judiciaires, il y en a beaucoup, mais la force, je pense, des avocats pénalistes, c'est la faculté à passer, outre, quoi. Faut rebondir à un moment, parce que si tu restes empêtré dans tes échecs, je sais plus, j'ai vu récemment sur internet que le taux de condamnation au pénal est de 98%. Donc en fait, statistiquement, au Japon. Oui, voilà, exactement. Au Japon, il est 99%. Et Carlos Ghosn, il voulait pas aller là-bas, mais en fait, en France, il est de 95 ou de 97%, donc c'est pas mieux. Donc en fait, si tu veux et que tu vas au tribunal correctionnel et que tu plaides une relax, tu as 98% de chances de pas l'avoir. Donc si à chaque fois que tu ne l'as pas, c'est-à-dire 98% du temps, en fait, tu te dis c'est un échec. Mais il y a plein d'avocats comme ça. Et d'ailleurs, ils ont tout mon respect parce que c'est les gens qui se remettent vraiment en question. Moi, j'essaie de me remettre en question, mais il faut se remettre en question. Mais après, il faut passer à autre chose parce que sinon, mal me comporter avec des confrères, je pense pas, parce que justement, et ça me permet d'en dire un mot quand même, c'est la partie que j'adore de mon métier, parce qu'on a beaucoup parlé des clients et des cabinets, mais ce qui est bizarre d'ailleurs, parce qu'en fait moi la partie que j'adore de mon métier, c'est de travailler avec des confrères, de travailler en équipe, de travailler contre des confrères, et ça, je pense que ce métier offre une camaraderie, des amitiés qui sont complètement dingues. Et quand je disais que je faisais la distinction entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle, c'est le seul aspect où j'arrive pas à mettre de barrière, c'est qu'en réalité mes amis professionnels sont mes amis dans la vie, c'est là où en fait la frontière entre vie pro et vie perso, elle est pas totalement étanche en réalité, mais bon, des choses dont je suis pas fier et que j'ai mal fait, je pense qu'il y en a trop pour il y en a trop pour que j'en choisisse une, voilà. Mais il y a un truc que je remarque dans la nouvelle génération des pénalistes associés, donc déjà des gens qui ont quand même de l'expérience, etc., mais qui sont pas des tout jeunes avocats ni non plus des vieux rougards, c'est que vous êtes vachement sympa et vachement souriant par rapport aux pénalistes qui peut-être se donnaient un air grave, peut-être qui était grave. Toi, t'es quelqu'un, t'es arrivé 10 minutes avant, tu sautais un peu dans tous les coins, t'étais drôle, t'avais de l'humour. Quand je suis arrivé au bureau, tout le monde m'a dit il y a un mec qui t'attend, il a l'air grave sympa, il est à côté, etc. Tu vois, c'est un truc que quand j'ai rencontré des pénalistes plus âgés, j'en ai rencontré plein, des gens que j'adore, des gens que je respecte, qui sont trop sympas, j'ai l'impression que vous avez turn on par rapport à ça, tu vois, vous avez changé, vous êtes plus pareil. Complètement. Enfin, c'est pas nous qui avons changé, je pense que nous on a toujours été comme ça, mais c'est clair qu'il y a une différence entre deux générations, et ça, tu as entièrement raison. Oui, en fait, le pénaliste qui en impose, qui fait peur, qui fume, qui sourit pas sur les photos, qui fout les jetons aux confrères, qui fout les jetons aux justiciables, qui fout les jetons aux juges, je pense que ça a été certainement, on va dire, la règle à une époque. Je pense qu'aujourd'hui, les temps ont changé. Je pense que c'est pas volontaire, hein, de notre part, c'est pas un calcul. J'ai vu que tu as reçu Mathias Chichportiche il y a pas longtemps, qui est un ami. Moi, c'est ce type d'avocat, je trouve que c'est résolument moderne. Tu vois, Mathias Chichportiche, quelqu'un de souriant, d'accessible, d'extrêmement tendre, etc. Et en même temps, c'est un avocat redoutable, très efficace, très intelligent. Et je pense que c'est clair qu'on a une différence de style. Et moi, je pense que le pénaliste de demain, déjà, sera probablement pas un homme, mais en tout cas, que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui est accessible et surtout qui donne envie, plus qu'il répulse. Voilà.
Archibald, je te remercie de t'être prêté à l'exercice. Franchement, tu l'as fait en toute transparence, de façon très cash. Ce que Merci. j'aime beaucoup. Et merci pour ce moment, j'ai passé vraiment un bon moment. Super, merci beaucoup, merci à toi. Tout le meilleur pour toi. Ciao. Ciao. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats, dédiées au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. À bientôt.